nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à l'explosion populaire au Népal de début septembre, à ses causes et à ses enjeux. L'interdiction par le gouvernement népalais le 4 septembre de 26 réseaux sociaux dont WhatsApp, Facebook, Instagram et YouTube a déclenché le 8 septembre une révolte populaire dans laquelle la jeunesse avait un poids prépondérant. La manifestation convoquée pour ce jour était annoncée comme devant être pacifique et elle s'est transformée pendant 3 jours en une émeute généralisée touchant l'ensemble du pays. Les réponses répressives des forces de l'ordre, se soldant par plusieurs dizaines de morts et 400 blessés, n'ont fait qu'accroître la colère et la mobilisation populaire. L'instauration du couvre-feu a été suivie par des attaques des manifestants contre les domiciles des hommes politiques au pouvoir, l'attaque du bâtiment présidentiel et l'incendie du bâtiment du Parlement. L'ampleur de la révolte a été telle qu'en 48 heures, le gouvernement a été contraint de démissionner. Cette ampleur de la colère populaire, et plus particulièrement de la jeunesse, souligne que l'interdiction des réseaux sociaux n'est que la goutte qui fait déborder le vase, le prétexte et non la cause de l'explosion populaire. Au Népal comme ailleurs, seule la prise en compte de l'ensemble des contextes permet de repérer les causes réelles d'une explosion populaire de ce type. Le premier contexte à prendre en compte est celui de l'histoire. Cette histoire est celle d'une monarchie absolue qui ne prend fin qu'en 1990, à la suite d'un vaste mouvement populaire alliant manifestations de plusieurs centaines de milliers de personnes, grèves ouvrières et affrontements permanents avec les forces de police. La monarchie constitutionnelle qui prend la suite ne résout rien à l'ampleur de la pauvreté, à la misère totale qui règne dans de nombreuses zones rurales, aux discriminations entre ethnies et castes et à la polarisation économique de la société entre une pauvreté immense à un pôle et une minorité qui affiche un luxe ostentatoire. Il s'en suivra une guérilla maoïste qui reçoit rapidement un fort soutien populaire. Après plus de 17 000 morts, un accord de paix est signé entre la guérilla dirigée par le Parti communiste unifié du Népal et le gouvernement portant sur l'élection d'une assemblée constituante. Celle-ci met fin à la monarchie en 2008, mais ne parvient pas, compte tenu de l'absence de majorité, à adopter une constitution. Une seconde assemblée constituante, élue en 2015, débloque la situation et les élections qui la suivent portent au pouvoir en 2018 le candidat du Parti communiste marxiste-léniniste unifié sur la base d'une coalition de gauche regroupant ce parti et le Parti communiste maoïste qui annonce un processus de fusion entre ces deux partis. Ce contexte historique indique des attentes énormes de changement social après une décennie de lutte incessante. Ces espoirs populaires seront déçus par les politiques mises en œuvre par des gouvernements qui disposaient pourtant d'un soutien populaire réel. Ainsi, par exemple, aux élections de 2017, les différents partis communistes emportent 75% des sièges au Parlement. Le gouvernement a certes mis en place des politiques visant à diminuer les inégalités sociales, mais sans jamais s'attaquer à la dépendance économique du pays vis-à-vis du Fonds monétaire international. L'historien Vijay Prajad résume comme suit la situation. Je cite, « Les gouvernements de gauche ont mis en avant diverses politiques pour résoudre certains de ces problèmes, sortant de larges pans de la population de la pauvreté. La pauvreté infantile est ainsi passée de 36% en 2015 à 15% en 2025 et de l'abandon des infrastructures avec un accès à l'électricité qui est maintenant de 99%. Il reste cependant un énorme fossé entre les attentes et la réalité, les taux d'inégalité ne baissant pas assez rapidement et les migrations atteignant des niveaux étonnamment élevés. La corruption, les inégalités et l'inflation n'ont pas pu être contenues par le gouvernement qui a conclu de très mauvais accords avec le FMI pour le commerce et la finance. Le retour à la facilité élargie de crédit du FMI a réduit ses possibilités budgétaires. » Fin de citation. Telle est la base matérielle de la révolte. Le second élément du contexte est celui du cadre géostratégique. Le pays est voisin des deux puissances que sont l'Inde et la Chine, qui sont fréquemment en rivalité au sein des BRICS. L'Inde est le premier partenaire commercial du Népal et la Chine le second. Pour diminuer sa dépendance économique vis-à-vis de l'Inde, le Népal s'est considérablement rapproché de la Chine en adhérant en particulier au projet des nouvelles routes de la soie chinoises que tente de contrecarrer l'Inde par tous les moyens. Le chercheur Serge Granger, spécialiste de l'Asie, rappelle ainsi, je cite, « Les nouvelles routes de la soie sont un rêve chinois et un cauchemar indien. Les Indiens sont extrêmement suspicieux et craintifs vis-à-vis de l'initiative
les nouvelles routes de la soie qu'ils tentent de contrecarrer de diverses manières. Pour concurrencer les routes de la soie maritimes de la Chine, l'Inde et le Japon ont lancé le corridor de croissance Asie-Afrique en novembre 2016. Ce projet vise à relier le Japon, l'Océanie, l'Asie du Sud-Est, l'Inde et l'Afrique, continent de plus en plus sino-centré. Fin de citation. Derrière les contradictions régionales se cache ainsi l'enjeu africain. Les États-Unis, pour leur part, ne sont bien entendu pas indifférents au Népal, avec une nette volonté de l'utiliser pour affaiblir la Chine. La dépendance du Népal vis-à-vis du FMI donne l'espoir à Washington de pouvoir contraindre le gouvernement népalais à s'aligner sur sa politique d'isolement de la Chine. L'adhésion en février 2017 du Népal au projet états-unien Millennium Challenge, un système de prêts conditionnés à des réformes économiques libérales, indique cette volonté de pression états-unienne. Ce fut néanmoins un échec états-unien pour des raisons résumées comme suit par l'historien Vishay Prajad. Je cite, « Le Népal avait rejoint le Millennium Challenge du gouvernement américain en février 2017, une décision d'un gouvernement de gauche qui a été fortement contestée par de larges sections de la gauche. En raison de la pression d'en bas, le gouvernement népalais est resté à l'écart de ce projet. Mais le gouvernement de centre-droit d'Oli a accueilli John Wingle, vice-président adjoint du corridor à Katmandou en août 2025 pour discuter de la reprise de l'aide américaine et de la poursuite des projets d'infrastructure. Fin de citation. Si la révolte populaire de septembre ne peut pas être réduite à une révolution de couleur compte tenu de la situation des classes populaires népalaises, d'une part, et de son ampleur d'autre part, elle ne s'est pas non plus déployée dans un contexte exempt d'ingérence extérieure indienne et états-unienne. Les stratégies d'intervention extérieure ne se limitent pas à des créations de révolutions de couleur pure. Elles prennent aussi la forme de tentatives d'instrumentalisation de colère populaire réelle. C'est la raison pour laquelle aucune sortie de la dépendance vis-à-vis de l'hégémonie états-unienne ne peut réussir durablement sans une politique offensive de rupture avec le Fonds monétaire international et en faveur des classes populaires. Il est trop tôt pour tirer un bilan définitif de la révolte de septembre. Compte tenu de cette double nature, de révolte populaire réelle d'une part et de cadre d'ingérence important d'autre part, l'ensemble des hypothèses reste ouverte. Vishay Prajad illustre cette situation par un proverbe populaire en exergue d'un de ses articles consacrés à cette révolte. Je cite, « Si votre maison n'est pas propre, les fourmis passeront par la porte et attireront les serpents. » Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.